À la une, le plaidoyer de la députée de la 2e circonscription pour une Guyane où il fait mieux vivre. Chantal Berthelot a interpellé le gouvernement à l'Assemblée nationale hier. La ministre des Outre-mer rétorque le pacte d'avenir. La constellation Galileo se complète. Ce matin, 4 satellites ont rejoint le système de navigation européen. 18 sur 30 satellites sont ainsi en place. Une première réussie pour le lanceur européen Ariane 5. Enfin, les amateurs de rock ont leur festival. Les Nuits Crescendo animeront les berges de Montigny-Tonnégrand demain et samedi. 2 jours pour 8 spectacles gratuits et en plein air à prévoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le budget des Outre-mer a été adopté hier soir par l'Assemblée nationale. 2 milliards d'euros à répartir entre les différents territoires en 2017. C'est à cette occasion que Chantal Berthelot a tenu à interpeller l'État sur la situation de crise que traverse la Guyane. Violence, délinquance, chômage, offre de soins au rabais, un tableau alarmant, mais aussi une question. Que faire pour limiter le port d'armes? Pour la ministre des Outre-mer, la réponse est peut-être dans le pacte d'avenir. Jonathan Lariot. Le sentiment de ras-le-bol est sur tous les fronts. Patrice Clette aura été le 39e mort pour cette année 2016. Si le peuple guyanais exprime sa tristesse dans les rues, une autre forme de combat a lieu ailleurs. Chantal Berthelot tente de porter la voix d'une Guyane en souffrance au sein de l'Assemblée nationale. Les escadrons de gendarmerie doivent être consolidés, mais pas que. L'ensemble de la chaîne judiciaire doit enfin disposer des moyens nécessaires et indispensables à la réalisation de ses missions. Des mesures éducatives de prévention de la délinquance juvénile doivent également être renforcées. Face à la prolifération et la circulation des armes à feu, une mission interministérielle a remis un rapport sur les armes à feu et a insisté sur la nécessité de procéder rapidement à un recensement des armes et de leurs détenteurs. Alors, Madame la ministre, le gouvernement est-il décidé à mettre en place une réglementation sur le permis de port d'armes en Guyane? Et surtout, à s'engager avec et pour les Guyanais contre toutes les formes d'insécurité. Je vous remercie. Une déclaration concise adressée à la ministre des Outre-mer pour laquelle la réponse ne se fait pas attendre. J'ai demandé aussi d'organiser une concertation élargie avec les collectivités pour que nous puissions mettre en œuvre une réglementation qui permettrait de traiter l'acquisition en Guyane mais ailleurs aussi et la détention d'armes. D'une part, mais aussi leur utilisation. Parce que le rapport que vous avez évoqué tout à l'heure, ainsi que les suggestions qui étaient, que vous avez reformulées, pourront très certainement servir de base à une concertation élargie. Je pense qu'il faut vraiment que nous soyons sur cette concertation élargie parce que pour avancer sur cette réglementation qui concerne les armes, il faut que la population soit aussi associée à cette démarche et soit volontaire. Mardi prochain, le pacte d'avenir devrait être signé par l'Élysée. C'est en tout plus de 500 millions d'euros injectés en Guyane sur une période de 10 à 15 ans. Mais la question qui se pose est de savoir combien seront alloués afin de permettre à tout un chacun de sortir de chez soi sans crainte. Revenons à présent sur le contenu du budget adopté hier soir par l'Assemblée nationale. Je vous le disais, un peu plus de 2 milliards d'euros doivent être répartis entre les différents territoires ultramarins pour l'exercice 2017. Le point sur ce dernier budget du quinquennat de François Hollande avec Éric Dupuis. Depuis sa présentation début octobre jusqu'au vote ce mercredi, la ministre des Outre-mer n'a eu qu'un mot d'ordre pour qualifier la dotation de l'État pour les Outre-mer en 2017. C'est un budget d'avenir. C'est un projet dynamique dans la continuité, mais aussi dynamique et avec des montants qui ont été maintenus pendant toute la mandature, au-delà de 2 milliards. Donc nous voyons bien que l'effort que nous faisons, que le gouvernement fait, correspond à une attente, correspond à une perspective. Une perspective gouvernementale qui convient parfaitement aux députés du Nord martiniquais. Donc ça veut dire tout simplement que les territoires d'outre-mer sont connus et reconnus par ce gouvernement-là. Donc je ne peux que saluer cette belle initiative. Pour Alfred Marie-Jeanne, en revanche, ce budget est bien trop beau pour être vrai. Nous sommes à la veille des élections présidentielles, nous sommes à la veille des élections, comment dirais-je, législatives. Donc, comme je l'ai dit, il y a une surenchère démagogique. En réalité, ce projet de budget n'était pas en augmentation, il était largement en diminution. Et malgré tout, je me suis généreusement abstenu.
Serge Letchimy a voté pour et est persuadé qu'il sera maintenu tel quel sur l'ensemble de l'année prochaine. Que quel que soit le gouvernement qui sera là demain matin, ce gouvernement, soit en faisant des modificatifs, peut revenir sur le budget. Mais je pense qu'il y a quand même des principes gagnés qu'on observe. Le budget est voté, il est bien voté, donc j'ai pas de doute là-dessus. La discussion du budget au Sénat doit commencer jeudi 24 novembre. La Haute Chambre, détenue par la droite, a d'ores et déjà affirmé qu'il n'y aurait pas d'étude de texte ni de vote, comme si ce budget n'aurait pas lieu d'exister en 2017. Politique maintenant, l'affrontement des candidats à la primaire de la droite et du centre démarre ce week-end. Samedi pour les DOM, dimanche pour l'Hexagone. Pour la première fois, les Français pourront choisir un unique représentant de ces deux courants en vue de l'élection présidentielle de 2017. 7 candidats sont donc à départager. Mode d'emploi du scrutin, signé Jonathan Lariot. Quand se déroulera l'élection ? Le scrutin est organisé en 2 tours, les dimanches 20 et 27 novembre. En Guyane, comme dans d'autres régions, des dispositions spécifiques sont néanmoins mises en place. Le vote aura lieu les samedis 19 et 26 novembre. 7 candidats sont en lice: Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, François Fillon, Jean-François Copé, Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Frédéric Poisson. Les 2 qui auront recueilli le plus de suffrages à l'issue du premier tour seront qualifiés pour le second. Pour voter pour l'un des 7 candidats, il n'est pas nécessaire d'être encarté des Républicains. Il suffit juste d'être inscrit sur les listes électorales au 31 décembre 2015 ou avoir 18 ans à la date de l'élection présidentielle en 2017, de présenter une pièce d'identité, de verser 2 € de participation à chaque tour de scrutin et enfin de s'engager sur l'honneur en signant la phrase suivante: je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m'engage pour l'alternance afin de réussir le redressement de la France. Mais en Guyane, où peut-on voter ? Seul moyen de participer au scrutin, se rendre dans un bureau de vote. En Guyane, 26 bureaux sont installés. Pour trouver le bureau le plus proche de chez vous, rendez-vous sur le site primaire2016.org. Et nous recevons ce soir le secrétaire général Les Républicains en Guyane, Gamal Hossenbux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous coordonnez donc ces élections de la droite et du centre chez nous. On le rappelle, c'est la première fois que la droite organise une primaire pour la présidentielle. L'ultime débat télévisé des 7 candidats s'est d'ailleurs achevé il y a quelques instants. Vous l'avez bien entendu suivi. Qu'en avez-vous pensé ? Eh bien, on a eu des candidats tout simplement qui ont exposé leur projet, leur vision de la France, leur vision aussi pour les Outre-mer, parce que lorsqu'on décrypte un peu plus les programmes en profondeur, on se rend compte que certains candidats ont à cœur d'avoir un programme et une vision pour les Outre-mer aussi. Donc ça a été un débat en toute courtoisie où tout un chacun a exposé ses positions et a tenté de montrer la différence qu'on pourrait avoir entre les différents programmes. Ça n'a pas toujours été courtois, il faut le reconnaître. Il y a, de toute façon, vous savez, la politique, comme toute compétition, c'est une chose qui est par moments violente et dès qu'il y a de la compétition, eh bien par moments on décoche quelques flèches. Quand même, on relève une même tendance. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, vous confirmez ? Effectivement, c'est la tendance, mais ce qu'on a pu remarquer ces derniers jours, c'est qu'effectivement, il y a un candidat qui a observé une remontée assez accrue et soutenue, c'est François Fillon. Donc, comment dirais-je, dans les jours à venir, tout est possible. Hein. Il suffit justement que la population se réapproprie cette élection, qu'elle aille participer, parce que demain matin, les enjeux sont importants. Effectivement, nous, à droite, on s'est longuement et longtemps divisé parce qu'il y a plusieurs courants d'influence, des courants d'influence de centre-droite, de droite, un peu plus décomplexés. Et à partir de là, si demain matin nous voulons aller avec une candidature unie aux élections présidentielles, il nous faut avoir la population qui tranche vers le concurrent d'influence le plus représentatif. Avant d'aller plus loin, vous avez déjà largement développé, mais quand même, vous parliez de mobiliser la population. Or, 2 candidats sur 7 se sont représentés ou sont carrément venus en Guyane pour ces élections. Quel intérêt il y a justement aujourd'hui pour les Guyanais avec si peu de déplacements en Outre-mer? Comment est-ce qu'ils peuvent se sentir mobilisés pour cette élection? Alors effectivement, nous regrettons toujours lorsque les responsables politiques nationaux ne viennent pas en Guyane, effectivement, c'est bien de le noter. Cependant, effectivement, il y a eu 3 visites. Bruno Le Maire est venu en Guyane. En 2015, et ce n'était pas dans le cadre des élections. C'était pas dans le cadre des élections, mais c'était pour amorcer sa campagne, je le pense en tout cas. Et comment dirais-je, effectivement, on regrette qu'il n'y ait pas eu plus de visites. Maintenant, c'est une élection importante. Et vous savez, les mécanismes démocratiques sont ce qu'elles sont. Nous avons des élus de proximité. Si nous voulons demain que les élus de proximité
proximité gagnent en poids et puissent avoir des relais nationaux, il faut s'intéresser à ce type d'échéance. Comme je le dis souvent, vous savez, vous ne venez pas sur un échiquier et vous décidez de jouer uniquement avec les pions, et parce que les pions, ça vous intéresse, et vous dites, écoutez, je vais bouder les cavaliers, je vais bouder les fous et autres. Non, il y a des mécanismes, il y a des procédures, et il faut aller jusqu'au bout de la démocratie. On parlait des candidats, mais quand même, pourquoi au niveau local, il n'y a pas eu peut-être des conférences, des moyens pour mobiliser la population, pour la sensibiliser à cette élection? Parce qu'on aurait pu au niveau local s'organiser nous-mêmes. Alors, je vais vous rectifier par rapport à tout à l'heure ce que vous avez dit. Je ne suis pas l'organisateur des primaires. Moi, je suis le secrétaire général de la fédération, qui a pour objectif de garantir la neutralité et l'impartialité dans cette élection. Vous coordonnez l'élection, le scrutin ici en Guyane? Non, pas vraiment. Il y a ce qu'on appelle une commission d'organisation des primaires de la droite et du centre qui est présidée par M. Paulin Brunet aussi. Effectivement, il a pris position pour un candidat, mais elle est présidée par lui. Et c'est vraiment cette commission qui avait à cœur d'organiser les élections, qui avait à charge de les organiser. Nous, on assure la neutralité et l'impartialité. D'accord. Mais donc, quand même, effectivement, sur ma question de ces conférences qui auraient pu avoir lieu, voilà, des moments pour rencontrer la population, pour inciter à voter. Pourquoi ça n'a pas eu lieu ici? Pourquoi ça n'a pas eu lieu? Parce que tout simplement, il manquait de référents. Il a manqué à un moment donné de personnes qui se sont positionnées en local pour pouvoir représenter ces différents candidats. Ces différents représentants, la charge leur appartenait à eux de représenter au mieux leurs candidats et de promouvoir au mieux les idées et les valeurs de leurs candidats. La fédération, elle, se devait d'être neutre parce qu'elle ne peut pas choisir un camp, elle ne peut pas choisir un candidat, elle se doit de se montrer neutre. Ma question porte davantage sur le fait simplement de mobiliser pour expliquer ce que c'est. Davantage que, voilà. Effectivement, je reconnais que, comment dirais-je, mais c'était encore une fois un rôle et une des missions des militants. Mais il y a eu plusieurs rendez-vous qui ont été organisés. Il y a un rendez-vous qui a été organisé à la mairie de Rémy-Montjoly, où les différents référents de certains candidats se sont exprimés. Il y a eu des mobilisations sur les marchés à Saint-Laurent. Il y a eu des mobilisations rien que la semaine dernière, encore la semaine dernière, quand Benoît a apparu voilà. Pour un candidat. Donc pour un candidat, effectivement. Donc s'il y a un candidat qui semble être beaucoup plus impliqué, investi en Guyane, et bien aux Guyanais justement de le récompenser. Autre chose qui, dans le même sens, finalement, aujourd'hui on voit que 300 membres sont encartés, les Républicains en Guyane, environ. Un peu plus. Environ. Comment donner encore plus envie? Quel poids est-ce que la Guyane peut avoir dans ce scrutin national? Alors, la Guyane peut avoir un poids à travers tout simplement sa fédération, à travers les hommes et les femmes qui vont se mobiliser lors de ce scrutin, parce qu'à un moment donné, si électoralement la Guyane ne pèse pas, demain matin, il ne faudra pas s'étonner si les élus nationaux se disent à partir de là, écoutez, vous vous intéressez pas forcément à ce type d'élection, nous on ne va pas spécialement s'intéresser à vos revendications, à vos propositions. Vous savez, la démocratie, chaque homme politique est légitimé par le nombre, par la manière dont il est élu. Nos hommes politiques aujourd'hui, s'ils sont assujettis à certaines polémiques et parfois on discute sur leur légitimité, c'est peut-être parce que par moment la population ne se déplace pas suffisamment aux élections. Si nous voulons donner du poids à nos élus, si nous voulons donner du poids à les solutions que trouvent nos élus, il faut se déplacer aux élections pour légitimer massivement ces élus. Et pour faciliter ce déplacement, pourquoi ne pas mettre en place des bureaux de vote dans chaque commune par exemple? C'est le cas. Il faut savoir qu'il y a 26 bureaux de vote. 26 bureaux, mais pas dans toutes les communes de Guyane. Il y a 3 communes effectivement, malheureusement, où nous n'avons pas pu mettre de bureau de vote, donc c'est Saint-Élie, Saül et Wanari. Donc vous comprenez que nous avons une fédération qui compte, comme vous l'avez précisé, un certain nombre de membres, mais pour couvrir toute la Guyane, eh bien, ça a posé quelques difficultés. Et c'est pour ces raisons-là que nous avons été obligés, pour des raisons logistiques et de coût, de ne pas pouvoir ouvrir des bureaux de vote dans ces communes, dans ces 3 communes. Revenons sur ce chiffre. 7 candidats pour une primaire, c'est quand même un chiffre considérable. N'est-ce pas le symbole finalement de la division de la droite aujourd'hui ? Non, c'est le symbole qu'il y a plusieurs courants d'influence et qu'aujourd'hui il y a des hommes, des référents, des représentants qui souhaitent défendre au mieux les convictions et les valeurs. C'est quand même inédit, 7 candidats. On a eu 6 c'est la première primaire maximum. En même temps, on n'a pas de référence. Ouais. On n'a pas de référence et rappelez-vous que la primaire de gauche aussi il y en avait 6, mais à un près. Bon, alors, à un candidat près. Peut-être quand même que finalement dans ce sens des désaccords, on voit que certains candidats de la droite ou du centre préfèrent marcher seuls. Je pense à Ramayad, Michel Alliot-Marie et puis d'autres qui petit à petit annoncent leur couleur. Est-ce que finalement il n'y a pas un problème aujourd'hui dans la droite en France ? Je ne dirais pas qu'il y a un problème. On se rend compte aujourd'hui que les élections présidentielles sont un moment privilégié où tout le monde veut faire entendre sa voix. Et à juste raison, parce que aucun courant... Mais donc il y a bien plusieurs voix bien différentes au sein de la droite. Il y a des courants de pensée différents.
Effectivement. Mais à partir de là, ce qu'il faut entendre, c'est que demain matin, si par exemple Madame Ramayad se présente aux élections de la présidentielle et que demain matin elle enregistre un bon score, eh bien à partir de là, on lui tendra l'oreille. Et ses idées et les personnes qui auront voté pour elle pourront être légitimées d'une certaine part de conviction dans l'échiquier politique et pourront se faire représenter. On tendra mieux l'oreille. Non, c'est la démocratie qui veut ça. C'est la démocratie qui veut que tout le monde se fasse entendre. On rappelle donc que l'élection en Guyane, c'est samedi. En métropole, ce sera dimanche. Merci beaucoup, Gamal Hossenbux, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. Bonne soirée. On poursuit avec cette mission accomplie pour Ariane 5. Le lanceur européen a placé sur orbite 4 satellites de la constellation Galileo ce matin, une première. On rappelle qu'il s'agit d'un système de navigation jusque-là complété par Soyouz. Le nombre de satellites s'élève ainsi à 18 sur 30. Caroline Alcide était sur place. 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Pile à l'heure, sans perdre une seconde, le lanceur lourd européen s'est arraché de son pas de tir, apportant sous sa coiffe ses 4 passagers du jour. Depuis le début du déploiement des satellites de la constellation Galileo, c'est la première fois qu'Ariane 5 prend part à l'aventure. Jusqu'à présent, seul le lanceur russe Soyouz avait été employé pour mettre en orbite ces satellites. Mais plusieurs voix se sont élevées pour demander la participation du lanceur européen pour des satellites européens. Voilà, on l'a démontré aujourd'hui, puis avec ces 4 satellites déployés par Ariane 5. C'est la première fois qu'Ariane fait le job pour Galileo, et elle l'a fait vraiment magnifiquement, sans aucune anicroche. C'est un très beau succès. Il y en aura encore 2 autres, et donc oui, Ariane a montré qu'elle avait beaucoup de talent, et même celui de déployer des satellites Galileo. Pour cette mission, la 9e depuis le début de l'année, Ariane Espace a fait appel à la version la plus puissante de ses lanceurs. L'Ariane 5ES, habituée à arracher les 20 tonnes des modules ATV, n'a eu aucun mal à emporter les 3 tonnes des 4 satellites. Après un vol balistique de plus de 3 heures, le lanceur a mis sur orbite ses 4 passagers. Désormais, la constellation Galileo, concurrent du GPS américain, compte 18 satellites en orbite et les premières fonctions commerciales seront disponibles d'ici le début de l'année prochaine. Voulu par l'Europe pour ne plus dépendre des Américains, Galileo doit être composé de 24 satellites à terme, et c'est Ariane 5 qui se chargera de lancer les prochains satellites de la constellation dans les 2 ans qui viennent. La prochaine Ariane 5 pour Galileo sera au 2e semestre 2017, et la dernière au début de l'année 2018. Donc on est dans un horizon de temps qui est un peu plus resserré que celui-ci. Et puis après, il y aura les dernières étapes de la constellation, mais notre contrat s'arrête avec 8 prochains satellites. Le prochain lancement est prévu le 5 décembre prochain. Vega doit mettre sur orbite un satellite turc. Tout autre chose, le mois du film documentaire se poursuit partout en France. Pour cette 17e édition, plusieurs projections sont au programme en Guyane. 30 films seront projetés dans les bibliothèques, médiathèques et cinémas de 10 communes. Un événement relayé chez nous par l'association Atelier Vidéo Multimédia, basée à Saint-Laurent-du-Maroni en partenariat avec l'association des bibliothèques et documentalistes de Guyane. On écoute à ce propos une membre de l'association organisatrice au micro d'Elsa Gonzalez. Ce qu'on a essayé de faire là cette année, c'est de montrer des films qui ont un rapport avec des thématiques sociales ou culturelles ou économiques, qui ont un rapport avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, mais aussi en Guyane. Le but est de montrer du film documentaire dans les bibliothèques, dans les médiathèques, mais aussi dans les cinémas, et de permettre aux gens en fait de découvrir des films qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, et le mieux avec des réalisateurs, avec les réalisateurs en présence, qui permet des échanges et des débats autour de ces films. Il y a eu des auteurs d'invités sur l'île de Cayenne, et là cette année dans l'Ouest, la semaine prochaine on va inviter Rokhaya Diallo, qui est une journaliste et réalisatrice. On va pouvoir découvrir avec elle 2 films qu'elle a réalisés, 2 films documentaires. Je vous le disais en titre, de la musique est à prévoir ce week-end, du rock plus précisément avec le festival Les Nuits Crescendo qui se tiendra à Montsinéry-Tonnégrande. 2 jours et 8 groupes locaux et internationaux pour des spectacles en plein air et gratuits. De quoi réjouir amateurs de rock progressif en Guyane. Ayodeli Germa. 8 groupes de tous les horizons. Le rock comme dénominateur commun, avec une couleur musicale propre à chacun. Il y a quelqu'un qui m'a dit c'est du rock interstellaire. On a tout un aspect théâtral, c'est-à-dire qu'on a des costumes, des maquillages, des vernis et des jeux de scène. En fait, c'est vraiment pour notre propre plaisir, ce qui arrive par la suite à chaque album. C'est du bonbon.
On a plein d'idées, on a envie de faire partager. Nous, on peut partir vraiment sur du dub, sur du métal. Il y a une osmose qui s'est créée entre nous. Et malgré quelques influences différentes, on arrive à faire quelque chose de très nouveau, très frais. Guitare électrique, basse, batterie et même didgeridoo, tous ces artistes ont débuté en pratiquant leurs instruments préférés, bercés de rêves de scène pop-rock au son des 45 tours de leurs idoles. Genesis, le groupe Genesis, Pink Floyd, Led Zeppelin, les Beatles. Voilà, donc c'est très british. Les influences à la base c'est très rock, années 60, années 70. Metallica beaucoup, des groupes comme Sepultura, et puis plus tard donc découverte du rock progressif, on va dire les parrains du rock progressif, Dream Theater qui a été une grosse influence. Tout un mélange de Rage Against the Machine, de Nirvana, de Deep Purple, de Van Halen, de Pretty Reckless. Inaïch, un groupe français qui mérite à être connu. Le Festival des Nuits du Crescendo existe en France métropolitaine depuis 18 ans. Ce n'est qu'en 2011 qu'il fait son apparition sur la scène musicale guyanaise, un tout nouveau son de cloche introduit par les organisateurs avec beaucoup d'appréhension. Avant la première édition, la grande interrogation c'était quel allait être l'accueil du public par rapport à une musique qu'ils n'ont pas du tout l'habitude d'écouter. Et ça a été très bien accueilli, et c'est vrai que la Guyane est un pays qui aime la musique, les Guyanais aiment la musique et ils aiment toutes les musiques, et c'est à condition qu'on leur fasse découvrir. Vendredi 18h au bourg de Monsignéry, les mélomanes pourront se plonger dans les nuits crescendo. Comment se sentent les artistes à quelques heures de la représentation? Bien, confiant. Jouer sur une scène comme ça, c'est quand même une opportunité non négligeable. Rien que pour le pied, c'est fameux. Ce qu'on a envie, c'est de faire bouger les gens et de faire profiter la musique à tout le monde. Donc, on casse la glace avec ce festival, fait qu'on est très très fébrile de tout ça. On poursuit avec cette tradition bien ancrée dans la culture française. Le Beaujolais nouveau arrive le 3e jeudi du mois de novembre. Un vin peu fermenté qui fait l'objet de nombreuses manifestations dans tout le pays. Et chez nous, certaines enseignes proposent des dégustations. On écoute à ce propos un responsable d'une boutique spécialisée. Là, on boit du Beaujolais nouveau de Georges Duboeuf. Moi, je trouve qu'on est vraiment sur des notes de cerise, framboise, sur du fruit frais. Très agréable. Il a vraiment un court temps de fermentation alcoolique. C'est pour ça qu'on est vraiment sur quelque chose, sur un produit qui a de la fraîcheur, du fruit et avec un court temps de fermentation. C'est ça. Donc ça peut aller de 1 semaine à 15 jours. On prend les raisins, on les met en cuve, on fait une fermentation alcoolique très courte. Une fois que la fermentation alcoolique est finie, on va le mettre en bouteille. Pour avoir vraiment du fruit, pas de complexité, c'est quelque chose vraiment de simple, c'est un vin sans prise de tête. On a le droit de le commercialiser le 3e jeudi de novembre et ça c'est partout dans le monde. Donc en fait il y a des bateaux qui sont affrétés ou par avion pour que partout dans le monde, à partir de minuit, on commence à le commercialiser. Mais bien sûr, il est parti il y a déjà quelques jours en avion. Le Beaujolais nouveau, c'est juste quelque chose déjà, comme je le répète, de festif, convivial, voilà, à boire entre amis. Voilà, on boit du vin simplement. À boire bien sûr avec modération. On termine avec du sport dans le cadre de la semaine du handicap. Les Paralympiques de l'Ouest se sont ouvertes ce matin au stade municipal de Saint-Laurent du Maroni. Durant 2 matinées, de nombreux stands et ateliers sportifs sont proposés aux jeunes participants de ces Jeux. Elles viennent d'Apatou, de Mana et de Saint-Laurent. 22 classes découvrent ensemble différentes disciplines. Une 3e édition suivie par Elsa Gonzalez. La torche olympique s'avance jusqu'à son réceptacle. Amenée par Landry Fégan, espoir du cyclisme handisport guyanais, elle marque le début des Jeux paralympiques. Ce qu'il a rouvert, c'est Paralympiade de l'Ouest, au nom de la municipalité de Saint-Laurent du comité handisport. Tout au long de la matinée, plus de 150 élèves d'écoles primaires et secondaires ont pu faire de la gym, de l'athlétisme ou encore du saut en longueur. C'est bien, le sport c'est bien, c'est pour avoir les forces,
pour avoir des bien énergie. Parmi les 13 disciplines sportives mises en place par la mairie, le football reste la favorite. Utiliser pour rester avec mes amis dans les stades pour jouer tous les foot, tous les sports. Pour cette 3e édition des Jeux paralympiques de l'Ouest, un invité de marque est présent, Bernard Lama, un des célèbres gardiens français, venu donner quelques conseils aux jeunes. On sait qu'on a affaire à une population particulière, hein. On est aux Paralympiques, donc ce sont des enfants qui ont de toutes les façons quelques soucis, au moins en motricité. Donc l'idée c'était d'essayer de lui expliquer le geste, le mécanisme physique du geste, tout simplement, mais comme on le fait avec des enfants qui n'ont pas de problème de handicap. Cette manifestation est l'occasion pour ces jeunes de découvrir la discipline sportive. Le but de ces journées est de montrer aux enfants, mais aussi aux encadrants, que la pratique d'un sport peut être compatible avec le handicap. Ces jeunes, c'est des jeunes qui restent toute l'année. La seule opportunité qu'ils ont de sortir de chez eux, c'est pour aller en classe et après rentrer chez eux. Donc c'est des gens qui savent parfois, il y en a qui pratiquent le sport pour la première fois, puisque la situation de handicap, souvent, on pense que n'est pas compatible avec une pratique sportive. Dans l'Ouest, ce sont 450 jeunes en situation de handicap qui sont scolarisés. Ce comité, créé en 2011, permet de favoriser l'accès au sport partout en Guyane. Ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, je vous rappelle l'essentiel de l'actualité à retenir. Ce plaidoyer de la députée de la 2e circonscription pour une Guyane où il fait mieux vivre. Chantal Berthelot a interpellé le gouvernement à l'Assemblée nationale hier. La ministre des Outre-mer, elle, rétorque le pacte d'avenir. La constellation Galileo se complète. Ce matin, 4 satellites ont rejoint le système de navigation européen. 18 sur 30 satellites sont ainsi en place. Une première réussie pour le lanceur européen Ariane 5. Enfin, les amateurs de rock ont leur festival. Les Nuits Crescendo animeront les berges de Montsinéry-Tonnégrand demain et samedi. 2 jours pour 8 spectacles gratuits et en plein air à prévoir. Dans un instant, le 20h de TF1, puis vos programmes continuent sur votre antenne à TV Guyane. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous. À demain, même heure.